Il y avait un deuxième dossier assez intéressant dans votre livre, donc page 277. Après les enjeux géopolitiques, eh bien, il y a des enjeux énergétiques autour desquels les États du monde peuvent rentrer en concurrence pour des espaces maritimes. Alors ici, la région qui est représentée sur la carte est le pôle Nord. Donc vous avez ici l'océan glacial arctique, avec de ce côté-là l'Amérique du Nord, le Canada, l'Alaska qui appartient aux États-Unis, puis de ce côté-là, l'immense Russie, avec l'Europe ici, et ici c'est le nord de l'Asie. Entre les deux, donc, l'océan glacial arctique, qui est un océan couvert de banquise, été comme hiver, et puis des zones qui sont des zones de prospection, des zones de recherche d'hydrocarbures, puisque on sait que dans cet endroit-là, il y a des hydrocarbures, il y a déjà une partie qui est exploitée, ce sont les points bleus, il y a des gisements, donc où on va forer dans le sous-sol, ça peut être aussi bien sur Terre que en mer, et on va y trouver du gaz naturel et du pétrole. Alors, les moyens utilisés, ben, ça peut être des stations comme celle-ci, une station de forage. On parle de station offshore pour celle-ci, parce que celle-ci, elle est en pleine mer. Elle est ici, que je ne dis pas de bêtises, dans cette zone-là. On va le voir, puisque je vais vous montrer une petite infographie. Alors, je vais vous mettre cette station. Donc, elle est récente, puisqu'elle a été mise en fonctionnement en 2014, mise en service en 2014, et elle s'appelle Prirazlomniadia, donc elle est dans l'océan glacial arctique au large de la Russie. Alors on n'est pas très loin du littoral, la station est quand même gigantesque, hein, vous voyez ici très bien les du port, les grues qui vont servir, on va le voir, à faire transiter le pétrole depuis la station jusqu'à des navires qui vont venir le chercher, et puis l'immense construction posée sur le sous-sol marin. Alors effectivement, celle-ci, elle n'est pas dérivante, elle est vraiment ancrée sous le sous-sol, qui est pas enfin sous le sol marin, qui n'est pas très profond ici. Alors on va montrer l'infographie dont je vous parlais. Voici pardon, la station. Ici vous avez une vingtaine de mètres de profondeur, c'est pas profond, je le répète. Et puis après, eh bien, vous avez les forages qui eux sont très profonds et qui vont aller chercher le pétrole qui est dans cette zone. Le problème de cette station, c'est que l'on est dans une zone qui, on l'a dit, est couverte par la banquise une très grande partie de l'année. Donc pour aller chercher le pétrole qui est stocké dans le sous-sol de la station, eh bien on doit le faire transiter par une sorte de pompe à essence, là, hein, des grands tuyaux, qui vont aller sur des tankers. Et ces tankers, bon, bah, leur route va être ouverte par des navires brise-glace. Donc on voit que ça fait quand même beaucoup d'opérations de rupture de charge qui sont autant de risques de pollution. Donc les Russes ont assuré que cette station était très moderne et qu'il n'y avait aucun risque. On rappelle quand même qu'en hiver, dans cette zone hein, du nord de l'Europe, on a des températures qui peuvent atteindre moins 50 degrés. Donc, il va y avoir du coup un intérêt à affirmer sa présence dans cette zone-là. Donc ici, vous avez la limite des zones économiques exclusives, ça c'est la zone économique exclusive russe que je dessine ici, mais vous avez aussi la Norvège, le Danemark à travers le Groenland, l'Islande qui est présente, le Canada évidemment, et les États-Unis. Donc ça fait évidemment beaucoup d'États qui sont très intéressés, avec une zone en plus là, qui est une zone internationale. Là, on est dans les eaux internationales, aucun État ne peut normalement y faire valoir sa propriété. On va voir que c'est pas le cas. Une dernière remarque quand même, nous avons ici un espace qui est un nouvel espace maritime à exploiter. Alors pourquoi un nouvel espace maritime? Eh bien parce que ce texte nous le dit, euh, la région est de plus en plus accessible à cause de la fonte accrue de la banquise. Alors, je vous apprends rien, vous savez qu'il y a un réchauffement climatique à l'œuvre depuis le XXe siècle, et bien chaque année, la surface recouverte par la banquise en hiver et en été est toujours moins importante. Ce qui fait que maintenant, eh bien, en été, on peut même pour essayer de circuler le long du littoral, soit du littoral
nord-américain, soit du littoral eurasiatique ici. On a de nouvelles routes maritimes qui sont en cours de développement. Alors, elles sont déjà exploitées, alors pas énormément, parce qu'elles sont quand même assez compliquées. Vous avez des porte-conteneurs, qui sont des porte-conteneurs brise-glace, qui sont capables donc de passer dans ces routes où la banquise est moins présente aujourd'hui l'été. Donc là, vous avez la route du nord-est hein, qui va suivre l'Asie du Nord puis l'Europe du Nord. Elle a déjà été utilisée, hein, là vous avez un article de 2018 qui montre la première circulation de ce porte-conteneur. Alors le problème qu'elle pose, c'est qu'elle n'est pas ouverte toute l'année, on peut l'utiliser en été mais pas en hiver. Son avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus courte que la route, vous voyez, pour aller de cette partie de l'Asie à cette partie de l'Europe, beaucoup plus courte que la route actuelle qui passe par le détroit de Malacca, le canal de Suez et le détroit de Gibraltar ici. Alors, par contre, son exploitation coûte très cher parce qu'il faut y aller avec des navires très spéciaux et puis il y a des droits de passage très élevés qui sont payés par la Russie qui doit sécuriser la route. Donc on n'en est pas encore aujourd'hui à une intense circulation maritime dans cette région du monde, mais elle se développe. Et puis, outre les risques de pollution, eh bien, elle attise les tensions sur eh bien, le contrôle de cet espace maritime qui peut exister par exemple entre la Russie, les États-Unis et le Canada. Alors, revenons maintenant à notre prise de notes. Juste avant d'y revenir, une dernière image. Alors voici une infographie que je trouve très intéressante qui nous montre en fait l'océan glacial arctique comme on ne le voit jamais en coupe. Donc pour s'y retrouver, ici nous avons l'Amérique, le Canada. Ici nous avons la Russie, donc l'Asie ou l'Europe. Par-dessus l'océan, vous avez la couche de banquise avec le pôle Nord. Ce que nous savons, nous, c'est que cette couche de banquise est de moins en moins importante, notamment à cause du réchauffement climatique, et qu'elle peut dégager une route, un passage important, notamment sur les rives de la Russie, sur le littoral, au large du littoral de la Russie. Ce que je trouve assez intéressant ici, c'est que vous voyez ici un petit drapeau. Il y a vraiment un drapeau qui a été planté au fond de l'océan glacial arctique. Il a été planté par la Russie, donc c'est un exploit technologique, hein, parce que on est à 4261 mètres de profondeur. Et regardez, c'est pas simplement un exploit technologique sportif, hein, c'est pour revendiquer la possession du plateau continental en dessous de l'océan glacial arctique, et c'est pour toutes les raisons qu'on a dites. Il y a des richesses, il y a des voies de passage qui peuvent être exploitées dans l'avenir avec le contexte du réchauffement climatique, et donc eh bien, c'est toujours la politique du fait accompli, mais regardez, je suis présent, je me mets ici. Alors évidemment, ça ne suffit pas pour que les autres États reconnaissent la possession de cet espace maritime à la Russie, mais on voit bien qu'il y a des tensions aussi qui s'exercent ici. Donc, allons-y. Nous avons des rivalités entre les États riverains de l'Arctique, puisqu'il y a de possibles gisements d'hydrocarbures, et enfin, la possibilité même d'une nouvelle route du Nord. Je vais rajouter que dans cette zone, eh bien, dans ces eaux froides, eh bien, il y a beaucoup de bancs de poissons. Et donc, ça va intéresser aussi des pays qui pourraient aller pêcher dans cette zone-là. Donc il y a des pays qui ont cette capacité de pêche importante, ces puissances navales, elles ont une flotte, soit une flotte de guerre, elles exploitent de fortes ressources de pêche, halieutique, mot à définir, ça définit les zones de pêche, et elles ont de grandes ZEE. Donc là on va voir apparaître de nouveaux acteurs hein, de cette géographie maritime du monde, des pays dont on n'avait pas forcément parlé jusqu'à présent, la France par exemple, ou le Royaume-Uni. Donc il faudra qu'on souligne en rouge les États qui sont des puissances navales. Dernière chose, je voulais vous montrer en dernier document, nouvelle raison de s'intéresser à ces espaces maritimes, ce sont des espaces qui sont aussi parcourus par des câbles sous-marins.
sommes à l'époque de la communication informatique par les réseaux. Eh bien, ces réseaux peuvent passer par le satellite, mais aussi, clairement, par des équipements matériels, des câbles qui vont franchir les océans. Donc voici le site submarinecablemap.com qui est en train de normalement s'afficher. Oui, c'est en train de fonctionner. Donc, je vais modifier la présentation pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'accepte les cookies. Voilà. Donc, voici tous les câbles existants, par exemple, dans l'océan Atlantique. Donc, ils sont vraiment très nombreux. On voit qu'il y a tout un réseau qui passe à travers les océans, puis qui est un réseau évidemment stratégique. Hein. Aujourd'hui, la communication, l'Internet nous permet de nous relier au reste du monde. Alors on peut après cliquer sur des points et avoir des informations. Donc si je clique ici, donc sur un réseau qui part de la France, eh bien je sais que ce réseau est un réseau qui va aller, vous voyez, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc voici ce réseau. Alors, je vais tenter de l'afficher à l'échelle internationale. Est-ce que je vais pouvoir? Je ne pourrais pas aller plus loin. Donc voilà, autour de l'océan Atlantique, le long des continents, évidemment, et à travers aussi l'océan Pacifique. Et vous voyez la complexité d'ailleurs hein, des connexions de ce réseau à travers tous les points, qui sont des points où ces câbles arrivent sur des zones continentales. Nous revenons maintenant à notre résumé. Donc, le résumé cette fois-ci, il va être sur la carte, on a beaucoup de choses à placer. On commence par les zones de tension. Donc on avait dit qu'il y avait une zone au large de la mer de Chine, ici, donc avec la Chine bien sûr et les États voisins, donc on va indiquer hein, la mer de Chine ici. On n'oublie pas la zone arctique. Donc je vous conseille de colorier ces zones au crayon de couleur. N'appuyez pas trop parce qu'on va peut-être avoir aussi des choses à rajouter ici. Ensuite, autre élément à placer, cette flèche qui indique la présence militaire américaine, d'autant plus vigilante que la Chine a tendance à s'imposer par la force face à ses voisins. Autre élément, là j'ai fait apparaître les États qui sont des puissances navales. Donc on y trouve les États-Unis, vous avez déjà placés, vous n'avez qu'à les souligner, la Russie, vous n'avez qu'à les souligner, la Chine, le Japon. Par contre, regardez, la Russie, on ne l'avait pas placée, donc là je la place, je la souligne. Pour le Royaume-Uni et la France, j'ai mis un 1 et un 2, je les ai mis en légende. Eh bien, voici une grosse partie du travail de réaliser. On se retrouve pour la suite dans la vidéo suivante.